Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la productivité, les mystères et les enjeux de la productivité en France. Nous en parlons avec Alain Duré, rapporteur général du Conseil national de productivité. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présent ici avec nous aujourd'hui parce que le Conseil national de productivité a publié cette semaine son rapport annuel sur la productivité en France, qui étudie notamment la période post-Covid, en tout cas l'année de 2019 étant vue pour beaucoup d'économistes dans beaucoup de sujets comme une année de référence, celle du monde d'avant pour dire les choses, Alain. Première question, pourquoi on parle de productivité? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de productivité, qui est une notion à la fois compliquée, j'imagine, à travailler quand on est économiste, mais qui est une notion fondamentale quand on veut évoquer la croissance de long terme pour un pays? Oui, c'est fondamental, mais c'est aussi opaque pour le commun des mortels. Donc, je vais essayer d'être aussi clair et simple que possible. En fait, la productivité, c'est concrètement la richesse créée par une entreprise par rapport rapporté à l'emploi ou aux heures effectuées pour créer et réaliser cette richesse. Donc en gros, pourquoi c'est important, c'est que en fait, quand on parle de croissance économique de long terme, c'est une notion qui touche beaucoup de paramètres dans l'économie, les finances publiques, la soutenabilité des finances publiques, du système social, etc. Et derrière, en fait, c'est la productivité. Ouais. C'est qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir mieux dépenser, mieux consommer, mieux investir. Et il y a je me permets, il y a la bonne et la mauvaise productivité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui virerait 90% de ses salariés verrait sans doute sa productivité augmenter, mais ce serait un choc de court terme et surtout un choc très négatif de moyen long terme. C'est oui, ça, oui, Alain. Tout à fait. Et c'est pour ça que, en fait, il faut regarder à la fois le numérateur, qui est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, et l'évolution du dénominateur également. Il y a une limite. Effectivement, on peut exploser la productivité en licenciant un maximum de gens, mais finalement, c'est pas viable pour l'entreprise. Ouais. Quel est le lien que les économistes font entre productivité et compétitivité, Alain? Alors, les deux notions sont un peu les deux faces de la même pièce. Paul Krugman, l'économiste américain au début des années 90, disait la compétitivité d'une nation est une manière amusante de parler de productivité. Donc, ce qu'il disait à court terme, la productivité, c'est pas tout, mais à long terme, c'est tout. Ouais. En fait, pourquoi? Parce que une entreprise qui crée de la richesse à emploi donné, elle va avoir plus de marge de manœuvre pour baisser ses prix de vente, donc être plus compétitive et générer plus de revenus par la suite. Donc ça, c'est pour ça les deux notions sont très liées. Ouais. Bon. L'état des lieux de la productivité en France sur les 4-5 dernières années, Alain, c'est vrai que vous vous êtes prêté à l'exercice de la comparaison internationale. Bon, il n'y a pas photo. Il y a un décrochage important de la croissance de la productivité, ou de l'absence même de croissance de la productivité en France par rapport à des pairs européens et par rapport, bien sûr, aux mastodontes américains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet état des lieux quantitativement et comment on explique effectivement ce décrochage? Alors, la configuration post-Covid, c'est que en fait, toutes les économies, y compris les États-Unis, ont chuté au moment du confinement, puisque l'appareil productif était arrêté. On a eu un rebond à l'aune de la réactivation de la production, on a eu un rebond technique dans tous les pays. Pour le niveau européen, en fait, la productivité a ralenti jusque dans les années 2022-2023. La spécificité française, c'est qu'elle a ralenti, mais elle a baissé en 2023 et 2024. Donc c'est là où il y a un sujet franco-français et la productivité américaine a explosé. C'est envolé à ce moment-là. C'est envolé, à la fois rapporté au nombre de travailleurs, mais également aux heures effectuées. Bon. Quelles sont les explications plausibles, les plus fortes qui expliquent justement ce décrochage là sur quelques années de la productivité en France? Alors, au jour d'aujourd'hui, si on regarde le niveau actuel de la productivité française par rapport au niveau prédit par sa tendance d'avant Covid, on a un écart de 5,6%. Sur ces 5,6%, on a un point qui est commun à tous les pays de la zone euro, le cycle conjoncturel, le ralentissement, la récession en Allemagne et autres. Et le reste, 2/3 sont expliqués par en fait des réformes qui ont été entreprises par le gouvernement, à savoir l'apprentissage, la facilité d'activation du chômage partiel, donc et
qui a permis la rétention de travail, mais également aussi la composition de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a été, comme finalement la croissance économique en France a été assez résiliente, on a été chercher des gens qui étaient assez éloignés du marché du travail, parce que même à compétences pas totalement en adéquation avec ce que recherche l'entreprise, il fallait des travailleurs. L'appariement était très compliqué sur le marché du travail. Et ça, on oublie souvent de le mentionner, mais depuis 2019, en fait, le taux de chômage long terme, c'est-à-dire les chômeurs qui ont été au chômage à plein temps pendant 12 mois et plus, a baissé de 16 points. Et donc, voilà, des gens très éloignés très longtemps du marché du travail sont moins productifs. Moins productifs, en tout cas dans un premier temps. À court terme. Mais on espère qu'avec l'apprentissage et l'activité, au fil du temps, ils soient plus productifs. Est-ce que cette question de la productivité ou de la compétitivité française, d'ailleurs, je reviens d'ailleurs au terme de compétitivité, mais est-ce que c'est également lié au positionnement de la production française en termes de niveau de gamme, Alain? Quand on produit des biens, on peut avoir une compétitivité prix, essayer d'être toujours le mieux disant sur les prix et donc avoir des coûts de production toujours plus faibles. C'est une manière de faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. L'Allemagne a été un modèle en la matière, capable de vendre des produits avec un pouvoir de fixation du prix important. Oui, ça c'est vraiment une question franco-française qui doit être au cœur du débat économique. C'est que dans beaucoup de secteurs, les produits français sont perçus par les importateurs mondiaux comme de très bonne qualité, mais trop chers par rapport à leur contenu de qualité, et notamment dans les produits de consommation textile. On est en concurrence plus directe avec l'Italie et l'Espagne, qui ont des salaires très très bas, plutôt que l'Allemagne. Et donc le véritable enjeu, c'est d'essayer d'augmenter la valeur ajoutée, le contenu en qualité et en technicité de nos produits exportés, de manière à être dans la position de l'Allemagne. L'enquête Rexecode et Schema qui sortira la semaine prochaine nous montre très bien qu'il y a deux points faibles. C'est que, l'Allemagne, les importateurs vous disent les produits allemands sont chers, mais je ne trouve pas d'alternative, donc je suis obligé de l'acheter. Alors que nous, c'est pas le cas. On est une Peugeot et plus en concurrence avec une Fiat qu'avec une Mercedes. Ensuite, cette enquête montre également que la variété, donc ça on est dans la qualité, l'évaluation hors prix, la variété de fournisseurs au sein du pays est plus faible en France qu'ailleurs. Et ça c'est lié à la base industrielle étroite que l'on a. Et ça, c'est une entrave à la montée en gamme ? Oui, parce que ces deux éléments font que, en fait, les produits français exportés, dans leur majorité, sont plus ce qu'on appelle sensibles à la concurrence prix. C'est-à-dire que c'est le prix qui va déterminer qu'on achète ou pas français. Alors que les produits allemands, qui sont à plus haut contenu technologique, eux, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Comment on sort de ça, Alain ? Alors, on ne se met pas à la place des décideurs, mais quels sont les choix, les arbitrages possibles qui permettent de sortir de cette situation, de restaurer une compétitivité hors prix, de restaurer un niveau de productivité équivalent à ce qu'on observe ailleurs en Europe ? Alors, ce que souligne notre rapport du Conseil national de productivité, c'est que sur les dernières années, les petites améliorations que l'on voit depuis 2023 sont certainement liées aux réformes qui ont été entreprises et la politique d'offre du gouvernement, c'est-à-dire la baisse des coûts de production via l'impôt de société réduit et une baisse des charges patronales. Mais ça nous maintient dans la compétitivité prix, ça. Oui, mais à court terme, c'est inévitable. C'est indispensable. Parce que pour augmenter le contenu technologique des produits, c'est des investissements, c'est un projet de long terme. Donc à court terme, il faut maintenir cette partie-là de la compétitivité. Certainement pas remettre en question ce qui a été fait. Mais à long terme, la vraie solution, c'est celle de long terme, qui est d'investir, d'innover et, si possible, de ramener des entreprises à production de haute valeur technologique pour pouvoir se distancer de cette sensibilité à la compétitivité prix. Il y a une enquête que vous citez, Alain, et qui montre là aussi un point de divergence entre la France et le reste de l'Europe. Quand on interroge des entreprises françaises sur le sens de leurs investissements, elles sont très peu à dire en fait que c'est l'innovation qui guide leurs investissements. Oui, ça c'est assez surprenant. Donc c'est l'enquête de la Banque européenne d'investissement. Quand on regarde la catégorie petites et moyennes entreprises, 71%
60% de ces entreprises interrogées vous disent que leur investissement n'est pas nécessairement lié avec un objectif d'innovation. C'est plutôt expansion de capacité de production. Ouais. Alors qu'on est à de l'ordre de 60% pour les entreprises européennes interrogées dans cette même enquête et moins de 50% pour les USA. Ouais. Comment on réfléchit à l'IA, bien sûr, parce que c'est quand même le sujet de demain et sans doute de long terme. Qu'est-ce que l'IA peut apporter à la productivité ? Est-ce que c'est positif productivité ? Pas forcément. Est-ce que c'est négatif productivité, Alain ? Alors, tout d'abord, il faut définir de quelle IA on parle, puisque les premières formes, comme vous le savez, de l'IA datent de 1950. Oui, c'est pas arrivé avec ChatGPT en 2022, oui. Voilà. et jusqu'à présent, en fait, c'était de l'IA compliquée, je vais dire. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, c'était ce qu'on appelle en bon français deep ou machine learning, qui était en fait, qui demandait des compétences très très techniques. Alors, ça a probablement eu un impact positif, c'est ce que beaucoup d'études disent, mais ça a été noyé au milieu de chocs en tous sens, donc on ne l'a pas vraiment ressenti. On peut dire, le contrefactuel, c'est que probablement on aurait été plus bas, on serait plus bas. Ok. Maintenant, le véritable enjeu, c'est donc l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça a commencé avec Siri dans les iPhones, dans la Xbox, etc. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on n'a pas de recul. On a deux approches. Il y en a qui regardent les études de cas. Par exemple, dans tout ce qui est consultant, ils améliorent leur qualité grâce à ChatGPT de 40%. Bon, mais c'est vraiment très ponctuel. Et plutôt dans le réseau académique, on a des études théoriques qui posent des hypothèses. Ouais. L'impact sera certainement positif, ça je n'en doute pas, mais de quelle ampleur et sur combien de temps, c'est la véritable interrogation. On a essayé dans le rapport annuel de faire une estimation sur base justement de cette enquête de la Banque européenne d'investissement. On arrive... Aujourd'hui, ça comprend des questions sur la robotique et sur l'IA, non générative, parce que ça s'arrête en 2023. Et on a un impact sur le taux de croissance annuel de la productivité globale des facteurs, donc capital humain, capital éthique, de 0,3% par an. D'accord. De 0,3 points, pardon. Par an. Donc, et c'est bien, vous l'avez dit d'un mot, mais c'est bien l'alliance IA et robotique qui est le levier le plus puissant, c'est ça oui. Alors justement, oui, c'est la robotique d'abord et un effet synergique de l'IA pour les entreprises qui utilisent déjà la robotique dans les secteurs à haut niveau technologique. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions pour faire les bons investissements, parce que devant nous, on a l'impact négatif sur la productivité du vieillissement de la population et l'impact négatif, à court terme du moins, de la transition climatique. Il va falloir encaisser ces effets et les contrer avec des efforts d'investissement qui doivent commencer aujourd'hui. On n'aura pas eu le temps de parler de l'éducation, mais en un mot, Alain, évidemment, tout ça nous ramène aussi à la problématique d'éducation du capital humain, pour parler le langage économique. Tout à fait. Donc, en parallèle du rapport, on a publié une note spécifique qui est une revue de la littérature de toutes les études sur l'éducation. L'impact sur la productivité en termes de composition de classe, en composition d'expériences pratiques, etc. Et donc, c'est une étude très intéressante également. Bon, tout ça est à retrouver. Alors, j'imagine, il y a un site pour ça, alors, Conseil national de productivité. Voilà, qui est hébergé sur le site de France Stratégie, bien sûr, à retrouver. Et la structure, le rapport est assez simple à lire pour ceux qui s'y intéresseraient d'un peu plus près. Merci beaucoup, Alain. Alain Duré, rapporteur général du Conseil national de productivité, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.